nous avons construit une machine à voyager dans le temps de 10 milliards de dollars pour capturer les photos de naissance de l'univers. Nous espérions regarder 13 milliards d'années en arrière et trouver des nuages de poussière simples et sans forme. Mais ce qui s'est reflété dans les lentilles de Webb était une blague cosmique. Dans un univers vieux de seulement 320 millions d'années qui devait être primitif et vide, nous avons trouvé des galaxies aussi organisées que la Voie lactée et remplies de milliards d'étoiles. L'estimation attendue de 2000 milliards de galaxies a soudainement bondi à 10 000 milliards avec cette découverte. Cela ne devait pas arriver, car, techniquement, il était impossible pour l'univers de construire une structure aussi gigantesque en si peu de temps. C'est pourquoi nous devons réécrire les manuels scolaires. Si toi aussi tu veux voir à quel point l'univers est plus grand et plus effrayant que nous le pensions, abonne-toi. On commence. Pendant des années, nous avons cru qu'il existait une chronologie standard de l'histoire cosmique. Nous avions une carte sûre, expliquant comment tout avait commencé et comment tout avait progressé. Une histoire de 13,8 milliards d'années commençant par le Big Bang. D'abord, il y avait l'obscurité, puis les gaz se sont lentement refroidis et la gravité a commencé un projet de construction durant des milliards d'années. Selon ce modèle, les premières années de l'univers devaient être clairsemées, chaotiques et primitives. Et le monde scientifique faisait tellement confiance à ce modèle appelé Lambda Cold Dark Matter que nous pensions qu'il ne manquait que de petits détails. Mais, quand le télescope spatial James Webb a ouvert son œil infrarouge et a regardé ce passé obscur, il a trouvé une foule impossible au lieu du vide attendu. La carte n'était pas seulement incomplète, la carte était fausse. Maintenant, nous savons que l'enfance de l'univers était beaucoup plus bruyante, beaucoup plus peuplée et effroyablement plus mature que nous le pensions. Le premier grand choc concernait notre concept de vitesse. Selon le modèle standard, la formation d'une galaxie ressemble à la construction d'une cathédrale. Brique par brique, tissée avec patience. L'effondrement des nuages de gaz, l'allumage des étoiles et leur rassemblement pour former une galaxie prennent des centaines de millions, voire des milliards d'années. Nos calculs étaient à peu clairs. Pour qu'une galaxie abritant 1 milliard d'étoiles se forme, il fallait au moins 500 millions, idéalement 1 milliard d'années, car les lois de la physique imposent un certain temps pour que le gaz refroidisse et s'effondre. Vous ne pouvez pas accélérer ce processus indéfiniment. Mais, quand Webb a imagé une galaxie appelée Glass Z13, tous ses calculs sont partis à la poubelle. Cette galaxie était là seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Et elle abritait exactement 1 milliard d'étoiles. C'était comme aller sur un chantier de construction et voir qu'un gratte-ciel dont les fondations ont été posées hier est terminé aujourd'hui. 300 millions d'années. C'est un battement de cils à l'échelle cosmique. Comment l'univers a organisé autant de matière en si peu de temps est un mystère total. Cette découverte montre que l'efficacité de la formation des étoiles est beaucoup plus élevée que nous le savions. Soit les gaz se sont effondrés beaucoup plus vite que nous le pensions, soit les premiers moteurs de l'univers fonctionnaient beaucoup plus puissamment que nous l'avions estimé. Pourtant, le problème n'est pas seulement la vitesse, mais aussi la structure et la complexité. Pendant des années, nous avons supposé que les galaxies de l'univers primitif étaient des amas de gaz irréguliers, chaotiques et sans forme, car l'ordre demande du temps. Pour que des galaxies avec des bras spiraux, comme la Voie lactée, et un ordre central se forment, il faut que d'innombrables collisions se calment et que la gravité aligne le chaos.
On pensait que ce processus prenait au moins 2 à 3 milliards d'années et 13 milliards d'années pour une spirale parfaite comme la nôtre. Mais quand Webb a regardé il y a 500 à 700 millions d'années, il a trouvé une maturité qui ne devait pas être là. Au lieu d'amas chaotiques, il a vu des galaxies structurées en forme de disque et possédant même des bras spiraux. Ces galaxies affichaient dès leur période bébé, des caractéristiques qui auraient dû se former après une évolution de milliards d'années. C'était comme si l'univers avait commencé à courir dès sa naissance. Cela montre que ce que nous appelons la toile cosmique, cet échafaudage géant qui maintient l'univers ensemble, a été construit beaucoup plus tôt et beaucoup plus solidement que nous le pensions. Si la structure s'est formée si tôt, cela signifie que l'échelle de l'univers est beaucoup plus grande que nous le pensions. Car une structure ordonnée nécessite plus de masse et une gravité plus forte. Le troisième concept qui nous a le plus secoué est la densité et les nombres. Nos anciens modèles prédisaient que l'univers primitif était un endroit assez vide. 500 millions d'années après le Big Bang, nous nous attendions à une occupation de seulement 10 à 20% de la densité galactique actuelle. Et il y a 300 millions d'années, ce taux devait être d'environ 1 à 5%, c'est-à-dire que nous devions voir de grands vides et de rares îles de lumière. Cependant, quand les données de Webb sont arrivées, les astronomes n'en ont pas cru leurs yeux. Dans la période de 500 millions d'années, la densité était d'environ 50 à 70%. C'est 3 à 5 fois plus que prévu. En remontant encore plus loin, il y a 300 millions d'années, l'écart se creusait encore plus. Au lieu de la densité attendue de 1%, il y avait une densité de 20 à 30%. Cela signifie 10 fois plus de galaxies que prévu. Ce n'est pas juste une erreur statistique, c'est une mise à jour massive du recensement de l'univers. Autrefois, nous estimions qu'il y avait entre 200 milliards et 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Et les calculs faits avec ces nouvelles données de densité de Webb font grimper ce nombre à 5000, voire 10 000 milliards. Dans la même boîte de 93 milliards d'années-lumière de diamètre, il y a des milliers de milliards de galaxies de plus et des millions de milliards d'étoiles de plus que nous le pensions. Au centre de toutes ces impossibilités se trouve le quatrième et peut-être le plus sombre concept, les trous noirs supermassifs. Quand nous avons regardé la galaxie JADES GSZ 14-0, nous avons vu un monstre qui existait seulement 290 millions d'années après le Big Bang. Un trou noir d'une taille des millions de fois supérieure à la masse de notre Soleil. En physique barre verticale, il existe une limite de vitesse appelée limite d'Eddington. Quand un trou noir avale de la matière avalée chauffe et émet des radiations vers l'extérieur. Cette pression de radiation repousse la nouvelle matière qui tombe à l'intérieur. Donc, la vitesse d'alimentation d'un trou noir est limitée. Passer de la masse d'une étoile à des millions de masses solaires devrait prendre des centaines de millions d'années selon cette limite de vitesse. Mais ce trou noir était là avant même que la moitié de ce temps ne soit écoulée. Cela signifie violer les règles de circulation de la physique. Soit ces trous noirs se sont suralimentés en dépassant la limite d'Eddington, soit ils ne se sont jamais formés à partir d'étoiles. Ils sont nés, grands, directement par l'effondrement de nuages de gaz géants, Mad Juno. Les deux scénarios prouvent que les conditions initiales de l'univers étaient beaucoup plus sauvages et énergiques que nous ne le savions.
C'est exactement ce que nous appelons la crise en cosmologie. La chronologie est compressée. Les structures se sont formées des milliards d'années plus tôt qu'elles ne le devraient. Les nombres sont 10 fois supérieurs à nos estimations. Le modèle que nous avons, c'est-à-dire la théorie lambda, CDM, que la science moderne chérit depuis des décennies, craque face à ces nouvelles données. Ce n'est pas seulement le changement de quelques chiffres. Cela signifie que le chapitre d'introduction du livre d'histoire de l'univers est complètement effacé et réécrit. Car si les galaxies ont pu se former aussi vite, aussi grandes et en si grand nombre, il doit y avoir une main invisible qui les nourrit, un mécanisme que nous ne comprenons pas encore. Mais la véritable force qui maintient ces structures géantes ensemble et les fait grandir à cette vitesse impossible. Et cette force n'est pas seulement une simple attraction gravitationnelle, c'est une richesse inexplicable dans la structure chimique de l'univers. Car les données du télescope Webb montrent que les galaxies ne sont pas seulement avancées en taille et en forme, mais aussi impossiblement développées en termes d'éléments qu'elles contiennent. Comme un plat cuisiné dans la cuisine cosmique, prêt bien avant l'heure indiquée sur la recette. L'univers semble avoir produit ces éléments beaucoup plus vite qu'il ne le devait. Cette situation prouve que le processus que nous appelons évolution chimique a été totalement mal compris. Selon le modèle standard, l'univers était au début une soupe simple composée uniquement d'hydrogène et d'hélium. Les éléments lourds, comme le carbone, l'oxygène, le fer, ou ce que les astronomes appellent les métaux, devaient être produits par fusion nucléaire dans les noyaux des étoiles. La première génération d'étoiles mourrait, exploserait, disperserait des éléments dans l'espace, et la deuxième génération d'étoiles naîtrait avec ces éléments. Ce cycle doit se répéter plusieurs fois. Atteindre une richesse métallique suffisante est un processus qui prend des milliards d'années. Nos calculs disaient que les galaxies de l'univers primitif devaient être pauvres en métaux et contenir peut-être 1/1000, soit 0,1% des éléments présents dans notre Soleil. Mais quand Webb a tourné son spectromètre vers 13 milliards d'années en arrière, c'est-à-dire seulement 500 à 600 millions d'années après le Big Bang, il a rencontré un tableau choquant. Les nuages de gaz là-bas n'étaient pas de l'hydrogène pur. Ils contenaient du carbone et de l'oxygène à des taux atteignant 10%, voire 20% du taux métallique du Soleil. C'était 100 à 200 fois la valeur attendue. La production d'autant d'éléments lourds en si peu de temps barre montre que le cycle de vie des étoiles s'est déroulé à une vitesse vertigineuse. Donc c'est comme si les premières étoiles avaient vécu et été mortes des centaines de fois plus vite que la normale. Cette découverte nous oblige à repenser complètement la nature et l'efficacité de ces premières étoiles légendaires que nous appelons Population 3. Car l'univers a peut-être préparé les briques nécessaires à la vie des milliards d'années avant notre entrée en scène. Pourtant, la chaîne de problèmes ne s'arrête pas là. La tension de Hubble concernant la vitesse d'expansion de l'univers s'est encore aggravée avec Webb. Nous savons que l'univers est en expansion. Mais deux méthodes différentes donnent deux réponses différentes sur sa vitesse et ces réponses ne correspondent pas. Les mesures basées sur le rayonnement de fond cosmique donnent la vitesse d'expansion, ou constante de Hubble, à 67 km par mégaparsec par seconde, tandis que les mesures utilisant les supernovas dans l'univers proche donnent le résultat de 73 à 74 km. Il y a une différence d'environ 9%. Les scientifiques ont espéré pendant des années que cette différence provenait d'erreurs de mesure du télescope spatial Hubble. Ils pensaient
Peut-être mesurons-nous mal les étoiles lointaines, mais Webb, avec sa netteté unique, a remesuré ces étoiles et a confirmé les résultats de Hubble. L'erreur n'était pas dans la mesure, elle était dans l'univers lui-même. Cette différence de 9% est la preuve que le modèle standard de la cosmologie laisse quelque chose de manquant. Peut-être y avait-il une force temporaire que nous appelons énergie noire précoce dans l'univers primitif. Peut-être que la gravité se comporte différemment aux échelles cosmiques. Cette tension signifie que la règle que nous utilisons pour calculer l'âge et la taille de l'univers pourrait être cassée. Si la vitesse d'expansion change avec le temps d'une manière que nous ne comprenons pas, même l'âge de l'univers, que nous connaissons comme 13,8 milliards d'années, pourrait être remis en question. Mais la découverte peut-être la plus inconcevable est la redéfinition de la différence d'échelle entre l'univers observable et l'univers réel avec Webb. L'univers que nous pouvons voir est une sphère de 93 milliards d'années-lumière de diamètre, d'où la lumière a pu nous atteindre. Dans cette sphère, nous estimions autrefois qu'il y avait entre 200 milliards et 2000 milliards de galaxies. Ces estimations étaient des suppositions basées sur les galaxies brillantes que Hubble pouvait voir. Webb a révélé la partie invisible de l'iceberg. Les images du champ profond de Webb montrent que le nombre de galaxies faibles, petites et très lointaines, est infiniment supérieur aux prévisions. Les nouveaux calculs portent le nombre de galaxies dans l'univers, observable au niveau de 5000 milliards, voire 10 000 milliards. Si l'on considère qu'il y a en moyenne 100 milliards d'étoiles dans chaque galaxie, cela signifie que le nombre d'étoiles dans l'univers est 10 fois supérieur à tous les grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Environ 10 puissance 24 étoiles. Il est facile de prononcer ces chiffres, mais impossible de les concevoir. À ce stade, ce qui est vraiment effrayant, c'est que ce nombre gigantesque n'appartient qu'à l'univers observable. L'univers lui-même s'étend bien au-delà de l'horizon que nous pouvons voir. Selon la théorie de l'inflation, l'univers entier pourrait être au moins 10 puissance 23 fois plus grand que l'univers observable. Si l'univers est aussi dense et rempli de galaxies que Webb le montre, le nombre total de galaxies dans l'univers atteint un chiffre comme 10 puissance 34, qui force les limites de l'esprit humain. Cette échelle transforme la théorie du multivers de niveau 1, d'une discussion philosophique, en une nécessité statistique. Et si l'espace est infini et que la distribution de la matière est similaire partout, comme le montre Webb, les probabilités sont limitées. Après un certain point, les combinaisons d'arrangement des atomes s'épuisent et commencent à se répéter. Cela signifie qu'à des milliers de milliards d'années-lumière, il existe une copie exacte de la Voie lactée, voire une Terre où se trouve une copie exacte de vous qui regardez cette vidéo en ce moment. Le télescope Webb ne peut pas voir l'infini, mais le modèle d'univers plein et riche qu'il nous montre renforce cette possibilité d'infini. L'univers n'est pas vide. Chaque centimètre carré est rempli de matière d'énergie et de potentiel. Et toutes ces découvertes, la formation précoce impossible des galaxies, la taille inexplicable des trous noirs, la richesse inattendue de la structure chimique et la foule de la population cosmique, nous mènent à une seule conclusion. L'univers est beaucoup plus talentueux que nos modèles. Il est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus agressif dans la création de structures que nous le pensions. Alors que nous attendions un réveil lent durant des milliards d'années, l'univers a ouvert les yeux immédiatement après le Big Bang et s'est mis au travail. Alors, à quoi ressemblent réellement ces structures
qui semblent théoriquement impossibles. Où et comment ont été découverts exactement ces premières galaxies illégales et ces trous noirs qui brisent les règles, capturés par l'objectif de Webb? Qu'ont ressenti les astronomes au moment où ils ont regardé ces taches de lumière pâle à des milliards d'années-lumière et ont compris qu'ils devaient réécrire les livres de physique? Car les données ne sont plus seulement des écarts sur des graphiques, elles se dressent devant nous comme des réalités concrètes mesurables et indéniables. Maintenant, il est temps de descendre dans cette obscurité profonde et de faire face aux coupables qui ont déclenché la crise, c'est-à-dire à ces objets géants qui ne devraient pas être là à l'aube de l'univers. Et, à ce moment précis, quand les données sont tombées sur les écrans du centre d'opération de James Webb, une vague de panique silencieuse s'est propagée. Les astronomes n'attendaient pas seulement une belle photo, ils s'attendaient à une enfance de l'univers calme, vide et sombre qui confirmerait leur théorie. Mais, quand Webb a levé le rideau cosmique, il n'y avait pas de vide, il n'y avait pas de silence. À la place, des monstres que les théories qualifiaient d'absolument impossibles nous regardaient à l'aube de l'univers, là où ils ne devaient pas être. C'était comme si un archéologue cherchait des fossiles de dinosaures et trouvait un gratte-ciel moderne dans la même couche. Le nom du premier grand choc était Glass-Z13. Quand les analyses spectroscopiques sont arrivées, les résultats étaient si aberrants que les scientifiques ont d'abord cru à une erreur de calibrage du télescope, car cette galaxie était là, seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Cependant, le problème n'était pas son âge. Le problème était sa carrure. Elle abritait exactement 1 milliard d'étoiles. 1 milliard de masses solaires dans une tranche de seulement 2% de l'âge total de l'univers. Selon les lois de la physique, c'était impossible, car l'effondrement, l'échauffement, le refroidissement d'un nuage de gaz et sa transformation en étoile est un processus qui prend du temps. Même dans nos modèles les plus efficaces, le temps nécessaire pour allumer autant d'étoiles est d'au moins 500 millions à 1 milliard d'années. Mais Glass-Z13 avait compressé ce processus en 300 millions d'années. Ce n'était pas seulement rapide, c'était une vitesse physiquement interdite. La vitesse d'effondrement du gaz. La limite de collecte de matière par la gravité sont définies. Mais cette galaxie n'avait pas seulement dépassé les limites de vitesse cosmique. Elle les avait ignorées. C'était comme si, au début de l'univers, on avait appuyé sur un bouton accélérateur que nous ignorions. Ensuite, les données provenant du balayage SEARS ont prouvé que cette anomalie n'était pas un cas unique et ont approfondi la crise. Le télescope s'est concentré sur 500 à 700 millions d'années en arrière, c'est-à-dire l'âge de la petite enfance de l'univers. Que prévoyaient nos modèles ici? De petits amas de gaz dispersés et sans forme. Des galaxies primitives. Mais Webb nous a montré des disques, des galaxies organisées portant les traces de bras spiraux, avec un ordre central. Certaines étaient aussi massives que la Voie lactée. Les 400 milliards d'étoiles que notre galaxie a rassemblées en 13 milliards d'années. Ces galaxies précoces les avaient rassemblées avant même que le premier milliard d'années de l'univers ne soit écoulé. Compresser une évolution de 13 milliards d'années en moins d'1 milliard d'années, c'est défier les lois de la thermodynamique de la physique, car l'ordre demande de l'énergie. L'ordre demande du temps. Dans un environnement de collision chaotique, la formation de bras spiraux et l'installation du disque prennent des milliards d'années. Mais ces galaxies
avait atteint une maturité de milliards d'années en quelques centaines de millions d'années. Donc cette découverte nous a jeté au visage que nos théories de formation des galaxies étaient fondamentalement erronées. Mais le véritable coup est venu du balayage, jadès, du coin le plus profond et le plus sombre de l'espace. Jadès, GSZ 14-0. Seulement 290 millions d'années après le Big Bang. Et en son centre, il y avait quelque chose qui ne devait absolument, mais absolument pas être là. Un trou noir supermassif. Sa masse était des millions de fois celle du Soleil. Pour qu'un trou noir atteigne cette taille, il doit se nourrir. Mais il existe une limite de vitesse universelle appelée limite d'Eddington. Le trou noir émet des radiations en avalant de la matière, JAXA, et ces radiations repoussent la nourriture qui tombe à l'intérieur. À cause de ce mécanisme de frein naturel. Un trou noir devrait mettre des centaines de millions, voire des milliards d'années pour atteindre des millions de masses solaires. Mais le trou noir de JADS GSZ 14-0 avait atteint cette limite en 290 millions d'années. C'était mathématiquement impossible. 290 millions d'années étaient insuffisants. Pour que ce monstre soit là, il aurait fallu soit qu'il mange beaucoup plus vite que ne le permettent les lois de la physique en violant la limite d'Eddington, soit qu'il ne soit jamais né d'étoile. Il était né grand, directement par l'effondrement sur lui-même d'un nuage de gaz géant. Les deux scénarios détruisaient l'astrophysique que nous connaissions, car le temps nécessaire pour que les étoiles se forment, vivent, meurent et se transforment en trous noirs était aussi compris dans ces 290 millions d'années. La chronologie était si serrée qu'il n'y avait pas de place pour respirer. Et ces monstres n'étaient pas seuls. Si le problème avait été un ou deux exemples aberrants, nous aurions pu dire exception. Mais Webb les trouvait partout où il regardait. Nos modèles prévoyaient 5% de la densité galactique actuelle à l'époque Z égale 10, c'est-à-dire environ 480 millions d'années. Qu'a trouvé Webb? 20 à 30%, 4 à 6 fois plus peuplé que prévu. En remontant plus loin, à 330 millions d'années, la différence a pris une tournure encore plus effrayante. 1% attendu, 10% trouvé. C'était 10 fois les estimations. L'univers devait être dans les âges sombres à cette époque. Mais il était plein. Il était bondé. Comment autant de galaxies se sont-elles formées en si peu de temps? D'où venait la matière première? Comment la gravité a-t-elle travaillé aussi vite? Les modèles disaient que l'univers n'avait pas assez de matière pour abriter autant de structures à cette époque. Mais l'observation écrasait la théorie. Le tableau était devenu clair et terrifiant pour les scientifiques. La chronologie était fausse. Les estimations de masse étaient fausses. La vitesse de formation était fausse. Nous avions entre les mains un univers des milliards d'années, plus mature qu'il ne devrait l'être, contenant des milliers de milliards d'étoiles de plus et rempli de trous noirs grandissant à des vitesses théoriquement impossibles. Les données ne mentaient pas. Le télescope n'était pas cassé. Les mesures de décalage vers le rouge avaient été vérifiées et confirmées à plusieurs reprises. Alors, il ne restait qu'une seule question, dérangeante et gigantesque, si ce que nous voyons est réel et que les lois de la physique n'ont pas été violées. Comment l'univers a-t-il réussi cette impossibilité? Mais si cette impossibilité s'était limitée aux galaxies individuelles, nous aurions peut-être pu trouver une explication. Peut-être étions-nous simplement chanceux et regardions-nous le coin le plus rare de l'univers. Cependant, quand Webb a détourné son regard des objets singuliers pour regarder la grande image, c'est-à-dire
la relation des galaxies entre elles. La dimension de la crise a atteint une échelle cosmique, c'est car là-bas, au lieu d'îles solitaires, devant flotter dans le vide, nous avons trouvé des villes géantes étroitement imbriquées les unes dans les autres. La découverte choquante qui nous est apparue ici était les protoamas, la structure à grande échelle de l'univers, c'est-à-dire la toile cosmique, devait être le produit d'un lent processus de tissage gravitationnel durant des milliards d'années selon nos théories. Les galaxies naissent d'abord seules, puis la gravité les attire lentement les unes vers les autres, et des milliards d'années plus tard, les amas se forment. Selon nos simulations, 500 millions d'années après le Big Bang, l'univers ne devait pas encore avoir établi cette structure de toile. Les galaxies devaient être indépendantes et dispersées. Pourtant, les données de Webb ont révélé des groupes de galaxies géants liés gravitationnellement à une époque incroyablement précoce de 300 à 400 millions d'années. Ce n'était pas des galaxies venues côte à côte par hasard. C'étaient des structures déjà organisées, déjà construites, qui allaient se les former, les futurs superamas. C'était comme voir que le gros œuvre était déjà terminé à un moment où la cérémonie de pose de la première pierre devait avoir lieu. Des dizaines de galaxies compressées dans des zones de quelques millions d'années-lumière de large. Cette situation défie tout ce que nous savons sur la vitesse de travail de la gravité. La gravité est une force faible, pas que la force d'attraction nécessaire pour rassembler la matière à une si grande échelle et en si peu de temps, doit être infiniment supérieure à ce que prévoient nos modèles. Si ces amas se sont formés en 300 millions d'années, la densité de matière de l'univers à cette époque, où la vitesse d'agglomération de la matière noire était beaucoup plus agressive que nos estimations. La toile cosmique n'a pas été tissée petit à petit, elle est apparue avec une explosion soudainement et en un seul morceau. Comme si ce choc structurel ne suffisait pas quand le télescope Webb a utilisé son spectromètre pour regarder le sang, c'est-à-dire la composition chimique de ces galaxies précoces. La couleur de l'impossibilité a changé. Au début de l'univers, le tableau périodique était vide, seulement de l'hydrogène et de l'hélium, et tout le reste, les métaux, devaient cuire au cœur des étoiles. Le carbone, l'oxygène, le fer. Pour qu'ils se forment, il faut que les étoiles naissent, vivent, meurent et dispersent leurs éléments dans l'espace en explosant. Ensuite, de nouvelles étoiles doivent naître de ces cendres, et elles doivent mourir aussi. Ce cycle d'enrichissement doit être répété plusieurs fois pour augmenter le taux de métaux. Nos modèles disaient que les galaxies au niveau Z égale 8 ou Z égale 10, non, c'est-à-dire âgées de 600 millions d'années, seraient pauvres en métaux et constituées presque d'hydrogène pur. Le taux de métal attendu était seulement d'1 millième de celui du Soleil. Mais quand Webb a analysé le spectre de cette lumière lointaine, il a vu des lignes d'oxygène et de carbone étonnamment fortes. Et dans certaines galaxies, l'abondance de métaux atteignait 10%, voire 20% de celle du Soleil. Cela signifiait 100 à 200 fois plus d'éléments lourds que prévu. C'était aussi aberrant que de trouver un outil en alliage de titane dans une grotte à l'âge de pierre. Le nombre de générations d'étoiles nécessaires pour produire autant de métal ne tenait pas dans l'âge actuel de l'univers. Une seule génération d'étoiles ne pouvait pas le faire. Même la deuxième génération aurait du mal. Cette découverte remet en question la vitesse de l'alchimie stellaire. Cela veut dire que les premières étoiles étaient des usines beaucoup plus efficaces que nous ne l'avions estimé. Leur cycle de vie se terminait peut-être en beaucoup moins de temps qu'en millions d'années. Une étoile naît.
meurt immédiatement. Ses cendres se transforment instantanément en une nouvelle étoile. Cet hypercycle a porté l'évolution chimique à une vitesse folle. L'univers a préparé le carbone et l'oxygène, qui sont les briques de la vie, en un temps record. Des milliards d'années avant que nous soyons là. Cette découverte impliquait que le potentiel d'apparition de la vie dans l'univers remonte à des milliards d'années, plus tôt que nous le pensions. Et le dernier coup est venu des sources d'énergie de ces galaxies, les noyaux actifs de galaxies, AGN. Dans l'univers moderne, le taux de galaxies qui brillent parce qu'elles nourrissent activement le trou noir en leur centre est faible. Environ 1 à 5%. La plupart des galaxies sont calmes. Mais quand Webb a regardé l'univers primitif, il a vu que tout était en feu. 20 à 30% des galaxies de Z égale 8 et au-delà nourrissaient un trou noir actif. Ce taux était 10 fois supérieur à celui de l'univers moderne. Les trous noirs ne se contentaient pas d'exister. Ils dominaient aussi l'évolution des galaxies. Normalement, l'activité du trou noir chauffe le gaz avec les radiations qu'il émet et arrête la formation d'étoiles. On appelle ça la rétroaction. Mais dans ces galaxies que Webb a vues, le trou noir se nourrissait comme un fou et la formation d'étoiles continuait à une vitesse record. Que ces deux processus se produisent en même temps et à un niveau aussi élevé est un paradoxe dans les modèles de physique des galaxies. Car les vents du trou noir auraient dû balayer et jeter le carburant stellaire, mais ils ne le faisaient pas. Ou même s'ils le faisaient, la galaxie était tellement pleine de gaz qu'elle nourrissait à la fois le monstre et donnait naissance à de nouvelles étoiles. Cette période de l'univers n'était pas l'aube cosmique, silencieuse et sombre, que nous avions prédite, mais un midi cosmique, aveuglant, violent et chaotique. Tout fonctionnait à capacité maximale. Regardons maintenant le tableau que nous avons. Des galaxies formées des milliards d'années, plus tôt qu'elles ne le devraient. Des trous noirs, des millions de fois plus gros qu'ils ne le devraient. Une structure chimique des centaines de fois plus riche qu'elle ne le devrait. Et une toile cosmique tissée beaucoup plus serrée qu'elle ne le devrait. Aucune de ces découvertes n'est un petit détail resté dans un coin. C'est le scénario principal de la façon dont l'univers fonctionne. Les scientifiques sont sous le choc, car les données sont aussi nettes que la précision du télescope. Il n'y a pas de marge d'erreur. La marge de mauvaise interprétation diminue de plus en plus. Le modèle, lambda, CDM, CHATS, c'est-à-dire notre modèle standard, basé sur la matière noire et l'énergie noire, reste insuffisant pour expliquer ce développement précoce et extrême. Nous faisons quelque chose de travers. Soit nous connaissons mal les conditions initiales de l'univers, soit nous ignorons comment les forces fondamentales régissant l'univers se comportaient à cette époque. Alors, quel est le moteur de cette vitesse impossible ? Comment la gravité a-t-elle réussi à accomplir autant de travail en si peu de temps ? Et comment les nuages de gaz ont-ils contourné les lois de la thermodynamique ? La réponse se cache peut-être dans la face invisible de l'univers, dans la nature de la matière noire ou dans la densité d'énergie des premiers instants de l'univers. Maintenant, il est temps de sortir des lentilles du télescope et de regarder le tableau noir des théories, sous le capot de cette machine géante. Car il doit y avoir un mécanisme secret qui permet à l'univers de battre ce record de vitesse. Mais, pour comprendre tous ces records de vitesse cosmique et ces structures qui semblent impossibles, nous devons regarder sous le capot de l'univers. Ce que nous observons n'est pas un bâtiment fini, mais les preuves de la façon dont ce bâtiment a été construit. Comment tournent les engrenages de cette machine géante ? Et comment les nuages de gaz s'effondrent-ils
plus vite que ne le permettent les lois de la physique. Comment les trous noirs dépassent-ils les limites de vitesse de repas? Maintenant, il est temps de regarder de plus près et plus calmement les mécanismes derrière ces données choquantes que le télescope nous offre, c'est-à-dire le système d'exploitation de l'univers. Car les réponses sont cachées dans des processus physiques beaucoup plus profonds et complexes que de simplement dire plus de matière. Premièrement, abordons le mécanisme le plus fondamental derrière cette vitesse, c'est-à-dire l'efficacité de la formation des étoiles. Selon le modèle standard, la formation d'étoiles par une galaxie est un processus assez gaspilleur et inefficace. On peut comparer cela à un sculpteur qui sort une toute petite statue d'un bloc de marbre géant. La plupart du matériau que vous avez est gaspillé. Dans l'univers moderne, seulement 1 à 10% de la masse d'un nuage de gaz se transforme en étoile. La partie restante, de 90 à 99%, est expulsée dans l'espace par les vents violents émis par les étoiles, nouveau-nées et les explosions de supernovas. Donc, avec 100 unités de gaz, vous obtenez au mieux 10 unités d'étoiles. C'est une efficacité extrêmement faible et cela ralentit la croissance des galaxies. Cependant, dans les galaxies de l'univers primitif observées par Webb, il semble que ce taux doive être beaucoup plus élevé. Bon, si vous devez former 1 milliard d'étoiles en 300 millions d'années, vous devez transformer non pas 10%, mais peut-être 50%, voire plus de votre gaz en étoiles. C'est comme si le sculpteur transformait la moitié du bloc de marbre en statue. Alors, comment est-ce possible? L'univers primitif était beaucoup plus dense et compact qu'aujourd'hui. Les nuages de gaz étaient pas plus proches les uns des autres et le potentiel gravitationnel était plus profond. Dans cet environnement à haute pression, barre verticale, il était plus difficile pour le gaz de s'échapper. Même les explosions de supernovas ne pouvaient non peut-être pas expulser complètement le gaz de la galaxie, mais seulement le mélanger et le forcer à s'effondrer à nouveau. Dans ce scénario de boîte fermée, le cycle du gaz fonctionne beaucoup plus efficacement. Le gaz non expulsé est utilisé encore et encore, augmentant la vitesse de formation des étoiles. Ce mécanisme pourrait expliquer pourquoi les galaxies précoces sont beaucoup plus brillantes et massives que prévu. Car à partir de la même quantité de gaz, elles pourraient te produire 5 à 10 fois plus d'étoiles par rapport aux galaxies modernes. Le deuxième mécanisme critique est la théorie de l'effondrement direct, liée à la vitesse de croissance des trous noirs. Normalement, les trous noirs naissent des restes d'étoiles mortes. Une étoile épuise son carburant, s'effondre sur elle-même et laisse derrière elle un trou noir de 10 à 100 masses solaires. Ce trou noir, graine, grandit avec le temps en avalant du gaz ou en fusionnant avec d'autres trous noirs. Mais cette croissance est lente. Dans une galaxie comme JADES GSZ 14-0, atteindre des millions de masses solaires en 290 millions d'années est mathématiquement impossible avec ce scénario de graine stellaire. C'est comme essayer de transformer un petit pois en montagne en 10 minutes. C'est là que l'effondrement direct entre en jeu. Dans ce scénario, un nuage de gaz géant s'effondre sur lui-même en un seul morceau, sans jamais se transformer en étoile. Normalement, le gaz chauffe en s'effondrant et se divise en étoiles en se fragmentant. Mais dans l'univers primitif, les nuages d'hydrogène pur, où il n'y avait pas encore d'éléments lourds, c'est-à-dire de métaux, ne pouvaient pas évacuer la chaleur, comme ils ne pouvaient pas refroidir. Il ne se fragmentait pas. Ce nuage géant et chaud conserve son intégrité et se transforme directement en trou noir en un seul mouvement.
Résultat, au lieu de commencer avec 10 masses solaires, un trou noir, poids lourd, commence sa vie avec 10 000 voire 100 000 masses solaires. C'est comme commencer la course non pas sur la ligne de départ, mais à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Avec une telle masse initiale, atteindre des millions de masses solaires en 290 millions d'années n'est plus impossible. Les trous noirs géants que Webb a vus pourraient ne pas être des cadavres d'étoiles, mais des monstres pétris directement dans la pâte de l'univers. Le troisième mécanisme, et peut-être le plus complexe, est la façon dont le cycle de rétroaction fonctionnait dans l'univers primitif. Les galaxies sont des systèmes qui s'autorégulent. Chez les étoiles se forment, émettent des radiations, chauffent le gaz et arrêtent la formation d'étoiles. Les trous noirs avalent de la matière, crachent de l'énergie et poussent le gaz hors de la galaxie. Cette rétroaction négative est un mécanisme de frein qui empêche la galaxie de grandir trop vite. Dans l'univers moderne, ce frein est très efficace. La plupart du gaz chauffe et la formation d'étoiles ralentit. Cependant, les données de Webb montrent que ce frein ne tenait pas dans l'univers primitif. Les trous noirs sont actifs et la formation d'étoiles est au sommet. Pour résoudre ce paradoxe, nous devons regarder le concept de rétroaction positive. Peut-être que les jets et les vents sortant des trous noirs, au lieu de disperser complètement le gaz, le comprimant, sont comme une déneigeuse qui pousse la neige sur le côté et la tasse. Les vents des trous noirs pourraient comprimer les nuages de gaz et déclencher leur effondrement et la formation de nouvelles étoiles. La haute densité de l'univers primitif augmente l'effet de ces ondes de choc. Les nuages de gaz sont si denses que le vent ne peut pas les disperser. Il les écrase seulement. Cet écrasement allume la formation d'étoiles au lieu de l'arrêter. Dans ce scénario, le trou noir et la galaxie sont dans une relation symbiotique où ils se nourrissent l'un l'autre. Le trou noir grandit et crée du vent. Le vent comprime le gaz. Le gaz comprimé devient une étoile. Et une partie tombe dans le trou noir pour le faire grandir encore plus. Ce cycle de croissance incontrôlée avance rapidement comme un camion dont les freins ont lâché. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nous voyons des galaxies chaotiques, violentes et hyperproductives dans l'univers primitif, au lieu des galaxies calmes et équilibrées que nous voyons dans l'univers moderne. Les freins ne se sont pas encore activés. Le quatrième mécanisme concerne le thermomètre de l'univers, c'est-à-dire la température cosmique. L'univers refroidit en s'étendant. Aujourd'hui, la température de l'espace n'est que de 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Mais l'univers primitif était beaucoup plus chaud. Le rayonnement de fond cosmique, ou CMB, était à une température d'environ 3000 Kelvin à cette époque. Plus important encore, les premières étoiles et les quasars ont bombardé l'univers de rayonnement ultraviolet et ont lancé le processus de rayonisation. Là, ce processus a changé l'état du gaz de neutre à ionisé. L'hydrogène neutre absorbe la lumière ultraviolette et facilite l'absorption. L'hydrogène ionisé est transparent. Webb regarde au cœur même de cette période de transition. Si les galaxies précoces sont plus nombreuses et plus brillantes que ce que prévoient nos modèles, ce sont elles qui doivent être les sources produisant les photons qui ionisent l'univers. Les anciennes théories avaient besoin de nombreuses galaxies naines, faibles et invisibles pour faire ce travail. Webb montre quant à lui que ceux qui font ce travail ne sont pas si faibles. Ce sont des galaxies assez brillantes et actives. Cette situation change un paramètre technique que nous appelons
fraction d'échappement des photons. Mais normalement, seule une petite partie, environ 10 à 22%, de la lumière ultraviolette produite par une galaxie peut s'échapper hors de la galaxie et ioniser l'univers. Le reste est absorbé par le gaz et la poussière à l'intérieur. Mais dans les galaxies que Webb a vues, l'intensité de la formation d'étoiles est si élevée qu'elle pourrait ouvrir des trous dans les nuages de gaz. Cet effet de cheminée pourrait permettre à 50% ou plus de la radiation ionisante de s'échapper. Cela signifie que les vitres des phares qui dissipent le brouillard de l'univers sont beaucoup plus propres et perméables. Ainsi, avec moins de galaxies, vous pouvez rendre l'univers transparent beaucoup plus rapidement. Ce mécanisme change radicalement l'histoire thermique et la perméabilité à la lumière de l'univers. Tous ces mécanismes, la formation d'étoiles super efficaces, les trous noirs nés par effondrement direct, les cycles de rétroaction positive et la haute fuite de photons, pointent vers une seule vérité. La physique de l'univers primitif pourrait être qualitativement différente de la physique de l'univers moderne. Pas seulement plus dense, mais une période où les règles fonctionnaient différemment, où les processus étaient plus agressifs. Nous essayons de combler cette différence en rapiéçant notre modèle standard, mais peut-être que la pièce ne tient pas. Pourtant, comment la matière première nécessaire au fonctionnement de tous ces processus, c'est-à-dire le gaz et la matière noire, était-elle distribuée dans l'espace? Pour que les galaxies grandissent aussi vite, les rivières cosmiques qui les nourrissent doivent aussi couler beaucoup plus fort. D'où venait le carburant de ces mécanismes et comment ce ravitaillement s'unit-il à la structure à grande échelle de l'univers? Car peu importe la puissance d'un moteur, s'il y a un bouchon dans la conduite de carburant, il ne peut pas fonctionner. Et ce ravitaillement se fait par la plus grande infrastructure invisible de l'univers, c'est-à-dire les super-autoroutes de la toile cosmique. Car pour qu'une galaxie grandisse, elle n'a pas seulement besoin du gaz à l'intérieur d'elle-même, mais d'un flux constant venant de l'extérieur. Selon le modèle standard, ce flux s'accélère lentement sur des milliards d'années. Mais les galaxies géantes précoces que Webb nous a montrées prouvent que ce flux a commencé beaucoup plus tôt et beaucoup plus violemment, c'est-à-dire que les autoroutes étaient déjà ouvertes au trafic. Ce mécanisme est appelé accrétion par courant froid. Et c'est l'un des points clés expliquant pourquoi les galaxies grandissent beaucoup plus vite que prévu. Vous pouvez penser à cela comme des tuyaux d'eau qui alimentent une ville. Si vos tuyaux sont étroits et sans pression, votre ville grandit lentement. Mais si vos tuyaux sont larges et la pression élevée, vous pouvez étendre la ville rapidement. Selon la théorie des courants froids, dans l'univers primitif, le gaz coule dans les galaxies sous forme de filaments minces, denses et froids. Et, normalement, en tombant dans une galaxie, le gaz chauffe avec les ondes de choc et cet échauffement retarde l'effondrement du gaz et la formation d'étoiles. Il faut du temps pour que le gaz refroidisse. Mais ces courants froids contournent l'échauffement par choc et atteignent directement et froidement le cœur de la galaxie. Le gaz froid est un carburant prêt pour la formation d'étoiles. Dans les modèles pré-Webb, l'importance de ces courants froids était connue, mais on ne pensait pas que leur efficacité pouvait être aussi élevée. Aux périodes précoces comme Z égale 8 ou Z égale 10, il semble que ces filaments soient beaucoup plus concentrés en raison de la densité de l'univers. Le gaz perce le halo chaud autour de la galaxie et atteint directement le disque central. Cela maintient le réservoir de carburant de la galaxie constamment plein. Si une galaxie produit 100 masses solaires d'étoiles par an, elle doit recevoir au moins autant de gaz de l'extérieur.
Les courants froids sont le seul mécanisme capable de répondre à cette demande élevée. Grâce à cela, les galaxies peuvent compresser une croissance de milliards d'années en centaines de millions d'années, sans souffrir de pénurie de carburant. Dans l'univers moderne, ces courants sont beaucoup plus faibles et la plupart du gaz a du mal à entrer dans la galaxie en chauffant. Mais l'univers primitif était comme un buffet à volonté pour les galaxies. Le repas arrivait directement sur la table. Un autre mécanisme critique concerne la condensation des halos de matière noire. Les galaxies sont enfouies dans des amas de matière noire, invisibles, appelés halos. Ces halos sont le squelette gravitationnel qui maintient la galaxie ensemble. Selon le modèle standard, ces halos grandissent en fusionnant avec le temps. Les petits halos fusionnent pour former de grands halos. Mais les galaxies précoces excessivement massives trouvées par Webb impliquent que ces halos se sont aussi formés beaucoup plus tôt et beaucoup plus grands que prévu. Vous pouvez penser à cela comme des ouvriers invisibles posant les fondations d'une construction. Plus les ouvriers travaillent vite, plus le bâtiment s'élève rapidement. La matière noire est comme un aimant qui attire la matière normale, c'est-à-dire le gaz. Si la matière noire est d'une structure plus collante ou se regroupant plus vite que ne le prévoient les simulations, alors les puits gravitationnels se creusent beaucoup plus tôt. Un puits profond attire plus de gaz à l'intérieur et retient ce gaz plus fermement. Les données de Webb signalent la présence de halos de matière noire ayant une masse de 10, puissance 11 ou 10, puissance 12 masses solaires vers Z égale 10. Les simulations disaient que des halos aussi grands devaient être très rares à cette époque. Cette situation est peut-être liée à la structure des graines juste après le Big Bang, que nous appelons fluctuation de densité primordiale. Le rayonnement de fond cosmique montre la distribution de ces graines, mais Webb suggère que ces graines pourraient être plus grandes ou plus denses dans certaines régions que ne le montre le CMB. Les conditions initiales non gaussiennes, c'est-à-dire la présence de plus de régions surdenses que ce qui est statistiquement attendu, pourraient expliquer la formation de ces géants précoces. Si l'univers a triché en lançant les dés et a obtenu plus de 6 au début, alors la formation précoce de grandes structures n'est pas une anomalie, mais une conséquence naturelle des conditions initiales. Cela nous amène à questionner l'une des hypothèses les plus fondamentales de la cosmologie, à savoir le hasard statistique initial de l'univers. Enfin, le plus mystérieux de ces mécanismes est peut-être la possibilité de constantes fondamentales variables. Nous supposons que les lois de la physique sont universelles et immuables dans le temps. Les valeurs comme la constante gravitationnelle G, das, la constante de structure fine alpha sont toujours les mêmes. Mais cette vitesse impossible observée par Webb vient peut-être du fait que les lois de la physique fonctionnaient un peu différemment dans l'univers primitif par rapport à aujourd'hui. C'est comme si les règles du jeu étaient différentes au début du match. Par exemple, si la constante gravitationnelle G était 1 ou 2% plus grande dans l'univers primitif qu'aujourd'hui, tout se serait effondré beaucoup plus vite. Les nuages de gaz se seraient transformés en étoiles plus rapidement. Les galaxies auraient fusionné plus vite. Les trous noirs auraient grandi plus vite. Ou bien l'énergie noire aurait pu se comporter différemment à cette époque et influencer l'expansion de l'univers. Les modèles de énergie noire précoce avaient été avancés pour résoudre la tension de Hubble. Mais ils peuvent aussi influencer la formation précoce des structures. Ce type d'explication est le dernier recours pour les scientifiques car il déplace les pierres angulaires de la physique. Mais le gouffre entre l'observation
et la théorie est si grand que cette possibilité ne peut plus être totalement retirée de la table. Si nous pouvons dire que la gravité était plus forte dans la jeunesse de l'univers, alors les galaxies formées en 300 millions d'années cessent d'être un mystère. Elles deviennent simplement le résultat d'un jeu joué avec des règles différentes. Si Webb nous pousse jusqu'à cette zone dangereuse mais excitante, à la frontière où nous questionnons l'immuabilité de la physique, car quand les explications standards s'épuisent, l'option restante qui semble impossible, aussi étrange soit-elle, peut être la vérité. Tous ces mécanismes techniques, les flux de gaz froid, les halos de matière noire, géants formés tôt, les constantes physiques changeantes, tout cela montre une seule chose. L'univers est un endroit beaucoup plus dynamique, beaucoup plus flexible et beaucoup plus vivant que nous le pensions. Ce n'est pas un vide statique. Il se comporte comme un organisme qui change constamment, étire les règles, pousse les limites. Et le plus grand tour de cet organisme n'est pas seulement sa vitesse dans le passé, mais ce que cette vitesse signifie pour l'avenir. Car si l'univers peut créer des structures aussi vite, cela doit être valable non seulement pour les galaxies et les trous noirs, mais aussi pour la vie elle-même. La production précoce de métaux, la formation précoce de planètes, la richesse chimique précoce. Tout cela recule la ligne de départ de l'évolution biologique de milliards d'années. Si la scène a été montée des milliards d'années plus tôt que nous l'avions estimé, l'histoire du jeu joué sur cette scène, c'est-à-dire l'histoire de la vie, pourrait aussi être beaucoup plus enracinée et profonde que nous le savons. Maintenant, il est temps de tourner l'objectif du télescope vers la plus grande question. Ce que cette attitude pressée de l'univers signifie pour notre existence et pour le reste du cosmos. Car les chiffres et les mécanismes n'étaient bientôt que l'introduction de la véritable histoire. Et maintenant, arrive le véritable miracle, car tous ces mécanismes et théories se transforment en une explosion cosmique dans le regard le plus profond de Webb. Préparez-vous, car ce que je vais raconter maintenant n'est pas seulement des statistiques, ce sont les moments où les murs construits par l'humanité depuis des décennies pour comprendre l'univers s'effondrent. Quand les miroirs du télescope se sont concentrés sur le coin le plus sombre de l'espace, ils n'ont pas seulement trouvé de la lumière là-bas. Ils ont trouvé une réalité où le temps lui-même est courbé, où les limites de la physique sont poussées et où le mot « impossible » perd son sens, perd que le monde scientifique a retenu son souffle en regardant cet écran et a été secoué par ce qu'il a vu. Car l'univers n'était pas seulement rapide. L'univers était dans une hâte inconcevable. Le premier grand choc a été la réécriture de l'histoire de l'aube cosmique. Pendant des années, nous avons pensé que les premières étoiles avaient commencé à briller timidement 400 millions d'années après le Big Bang. C'était la fin des âges sombres. Mais quand Webb a trouvé JADES GS C13-0, cette date est partie à la poubelle. 320 millions d'années. Seulement 320. L'âge de l'univers est de 13,8 milliards d'années. Cette galaxie était là, dans la tranche de 2,3% de l'âge total de l'univers. Et elle n'était pas seule. Ce n'était pas un bébé. C'était un géant. Sa masse était de centaines de millions de masses solaires. Sa luminosité était au-dessus des limites théoriques. C'était comme si un enfant commençait à courir un marathon 2 mois après sa naissance. Cela semblait physiquement impossible. L'effondrement, l'échauffement, le refroidissement du gaz et sa transformation en étoile prennent du temps. La gravité est patiente. Mais cette galaxie était impatiente. Comment pouvait-elle ignorer un processus de 80 millions d'années ?
Le modèle standard prévoyait seulement des nuages de gaz dispersés à une époque aussi précoce. Mais là, juste devant nous, se tenait une structure organisée, produisant des étoiles et brillant. Les scientifiques ont dit « ça doit être une erreur. Les mesures doivent être fausses. » Mais la spectroscopie ne mentait pas. L'empreinte digitale de la lumière était nette. Elle était là. Et nos théories étaient pas fausses. Non, cette découverte a prouvé que les âges sombres de l'univers n'étaient vraiment pas aussi sombres que nous le pensions. Au contraire, ils ont commencé par un feu d'artifice éblouissant. Mais le véritable tremblement de terre est venu avec le deuxième moment épique, c'est-à-dire la naissance précoce de la toile cosmique, le squelette de l'univers. Ces filaments géants qui relient les galaxies entre elles. Selon nos simulations, l'apparition de cette toile devait prendre des milliards d'années, vers Z égale 10, c'est-à-dire 500 millions d'années après. L'univers devait encore être en construction. Pourtant, quand Webb a regardé il y a 830 millions d'années dans le cadre du projet Aspire, il a trouvé une construction terminée, une chaîne composée de 10 galaxies, un filament long de 3 millions d'années-lumière, et en son centre, un trou noir supermassif géant de 2 milliards de masses solaires. 2 milliards, pas millions, milliards. Alors que l'âge de l'univers était inférieur à 1 milliard, 2 milliards de masses solaires. Cette structure était l'ancêtre des amas géants de l'univers moderne, mais elle était trop développée pour être un ancêtre. C'était comme si elle avait pris une machine à remonter le temps et venait de 5 milliards d'années plus tard. La présence de ce filament montrait que la matière noire s'était agglomérée beaucoup plus vite que nous le pensions dans les premiers instants de l'univers. Si la matière noire peut s'unir aussi vite, alors les briques de l'univers se comportaient différemment de ce que nous pensions. Et cette découverte a ébranlé l'une des hypothèses les plus fondamentales de la cosmologie. Le modèle de la matière noire froide. Peut-être que la matière noire n'était pas si froide que ça. Peut-être qu'elle interagissait avec elle-même, s'attirait et accélérait le processus. Cette chaîne de 10 galaxies n'était pas seulement un groupe d'étoiles. C'était la preuve d'une règle de la physique que nous ignorions. Ensuite est venue la troisième vague, la plus secouante. Les galaxies excessivement massives. L'article publié par Labbé et son équipe a fait l'effet d'une bombe dans le monde scientifique. Vers Z égale 10, c'est-à-dire 500 millions d'années après, ils ont trouvé 6 candidats galaxies. Mais ce n'étaient rien à pas des galaxies ordinaires. Elles ont été nommées briseurs d'univers. Chacune avait une masse de 10 milliards à 100 milliards de masses solaires, aussi massive que la Voie lactée, mais formées en 500 millions d'années au lieu de 13 milliards. Elles forçaient le budget total de baryons, c'est-à-dire de matière normale, de l'univers à cette époque, c'est-à-dire que même si elles transformaient tout le gaz de cette région en étoiles, il leur était difficile d'atteindre cette masse. Même en travaillant avec 100% d'efficacité, les mathématiques ne tenaient un appât. Cela ressemblait à retirer plus d'argent d'un compte en banque que ce qui a été déposé. Comment l'univers a fait tenir autant de matière dans un si petit volume à cette époque était un mystère total. Si ces galaxies sont réelles, et les suivis spectroscopiques confirment que beaucoup le sont, alors notre théorie de formation des galaxies n'est pas seulement incomplète, elle est cassée. Cette masse implique que la densité et la quantité de matière de l'univers primitif étaient bien au-dessus de nos estimations. Les scientifiques étaient sous le choc. Certains ont dit
Il n'y a pas une vis desserrée dans nos modèles. Il n'y a pas de moteur du tout. Car ces galaxies ne forçaient pas seulement les limites du modèle lambda, CDM. Elles dépassaient ces limites. Cette découverte apportait la capacité, la puissance de production et la vitesse de l'univers au-delà de notre imagination. Et le quatrième moment épique est venu avec le paradoxe de la richesse chimique. Aux premiers instants de l'univers, Salaoïa, il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium. Les éléments lourds, les métaux, devaient tout cuire dans les étoiles. Ce processus prend du temps. Il faut que des générations d'étoiles naissent et meurent. Nous nous attendions à ce que les premières galaxies soient formées de gaz pur sans métaux. Mais Webb a regardé GN11, 400 millions d'années après le Big Bang, et il a trouvé de l'azote dans son spectre. Pas seulement un peu. À des taux proches de ceux du Soleil, l'azote est un élément spécial. Il est difficile à produire. Il se forme là où il n'y a que du carbone et de l'oxygène, par des cycles spéciaux. Et cela nécessite beaucoup de générations d'étoiles. Produire de l'azote au niveau du Soleil en 400 millions d'années. C'était comme si un bébé parlait couramment une langue antique avec une grammaire complexe. C'était impossible. Une seule génération d'étoiles ne pouvait pas faire ça. Même 10 générations auraient du mal. Cette découverte a mis à l'ordre du jour la théorie des étoiles supermassives. Peut-être que les premières étoiles n'avaient pas 100, mais 10 000 masses solaires. Ces géantes n'ont vécu que quelques millions d'années et ont inondé l'univers de métal avec des explosions gigantesques. Si c'est vrai, la chimie de l'univers fonctionnait à une vitesse totalement différente de nos modèles lents et prudents. Ces éléments, qui sont les briques de la vie, étaient prêts dès le premier souffle de l'univers. Alors que nous attendions un festin qui viendrait des milliards d'années plus tard, la table était déjà dressée. Cela tirait le potentiel d'apparition de la vie dans l'univers beaucoup plus en arrière que nous le pensions. Presque jusqu'au début. Et le cinquième moment épique, peut-être le plus effrayant, les monstres invisibles. Quand Webb a regardé dans l'infrarouge moyen avec l'instrument MIRI, il a révélé une population de galaxies totalement invisibles. C'étaient des galaxies noires. Hubble ne pouvait pas les voir, car elles étaient couvertes d'une épaisse couche de poussière, loin des yeux, mais massive, éteinte pour rendre possible le souffle que tu prends en ce moment. Le fer dans tes veines a été forgé dans les fourneaux de cet univers primitif. Le carbone dans tes cellules a cuit au cœur de ces galaxies lointaines. Tu n'es pas un accident du temps. Tu es un produit, un sommet du temps. Tu es éphémère. Oui, mais tu as la chance d'expérimenter l'univers durant ce court laps de temps. Tu es la voix qui brise ce silence de milliards d'années. Tu es la lumière de conscience qui brûle dans cette obscurité infinie. Et cette lumière, peu importe sa brièveté, suffit à éclairer l'obscurité de l'univers. Le troisième contraste est la tension entre la solitude cosmique et l'unité holistique. Le silence froid du paradoxe de Fermi, des milliers de milliards de galaxies, des quintillions de planètes, et cette profonde désolation où il semble n'y avoir personne d'autre que nous. Webb a montré à quel point le potentiel de vie de l'univers est élevé. Mais il n'y a toujours personne qui dit bonjour. Le vide spatial est vide au sens propre du terme. Même l'étoile la plus proche est à des années de distance. La galaxie la plus proche a des millions d'années. Ce sentiment de solitude est une froideur qui fait frissonner l'homme, qui pénètre jusqu'à ses os. Comme si nous étions un enfant perdu et resté tout seul dans une forêt géante et sombre. Même si on crie, personne ne nous entend.
Même si on allume une lumière, personne ne voit. Le silence indifférent de l'univers nous jette au visage la possibilité d'être tout seul, qui est notre plus grande peur. Il y avait peut-être des civilisations dans ces galaxies précoces. Peut-être ont-elles disparu et nous regardons leur cimetière. Cette pensée crée une tristesse de solitude existentielle. Mais les données de Webb nous racontent une autre histoire, l'histoire de l'unité. Car même si nous semblons seuls, nous sommes en fait liés à tout partout et de tout temps par des liens inséparables. Nous pouvons être physiquement seuls, mais atomiquement et historiquement, nous ne faisons qu'un avec l'univers. Nous ne sommes pas des étrangers séparés de l'univers, le regardant de l'extérieur. Nous faisons partie de l'univers. Nous sommes l'univers lui-même. Tu n'es pas indépendant de cette galaxie lointaine. Quand la lumière de cette galaxie touche ton œil, la distance et le temps de milliards d'années entre vous s'annulent. Quand ce photon rencontre ta rétine, un contact cosmique se produit. Tu fais partie du tissu de l'univers. Tes atomes sont sortis de la même usine que ces étoiles. Ta vie est un nœud de cette toile cosmique. La solitude est une illusion, car tu es la suite du cosmos. Tu es la forme pensante de la poussière d'étoiles. Et si nous faisons partie de l'univers, alors l'univers n'est pas seul, car nous existons. Notre existence met fin à la solitude de l'univers. Nous nous avons les uns les autres, et c'est suffisant pour se réchauffer dans ce vide infini. Le quatrième et dernier contraste est entre la peur de l'inconnu et l'enthousiasme de la découverte. Webb a détruit tout ce que nous savions. Nos modèles se sont effondrés. Nos théories sont restées insuffisantes. Et l'univers s'est avéré plus complexe, plus étrange et plus incompréhensible que nous le pensions. Cette incertitude est effrayante pour nous, les humains, qui aimons garder le contrôle. Nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce que la matière noire? Qu'est-ce que l'énergie noire? Comment se sont formés ces premiers trous noirs? Que ces questions restent sans réponse donne l'impression que le sol se dérobe. Nous avons l'impression d'avoir été jetés dans un jeu dont nous ne connaissons pas du tout les règles. Mais, en même temps, cet inconnu est la plus grande force motrice de la vie. Si nous savions tout si l'univers était simple et prévisible, alors il ne resterait plus d'excitation à découvrir. La curiosité mourrait. Chaque nouveau mystère que Webb nous offre est en fait un cadeau. C'est une invitation qui nous force à apprendre plus, à penser plus et à rêver plus. L'inconnu peut être effrayant, mais il est aussi fascinant. Toi aussi, tu vis avec cette incertitude dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain, mais ce qui te fait sortir du lit, ce qui te lie à la vie, est aussi cet état de non-savoir. L'incertitude du futur est la source de l'espoir. Les mystères de l'univers révèlent notre potentiel. Sans ces questions, nous n'aurions jamais construit de télescope. Nous n'aurions jamais résolu d'équations. Nous n'aurions jamais regardé le ciel en rêvant. L'inconnu est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Ces points de noir sont les zones où notre intelligence brillera. N'aie pas peur de cet inconnu, car il est là pour que tu le découvres. Ces contrastes, à être petits mais compréhensifs, éphémères mais précieux, seuls mais connectés, ignorants mais curieux, tout cela constitue la beauté unique et fragile d'être humain. Le télescope James Webb ne nous a pas seulement montré l'univers. Il nous a montré notre place dans cet univers et à quel point cette place est spéciale. Nous sommes les miracles cherchant un sens, nés d'un hasard cosmique, d'un chaos de milliards d'années. Et maintenant, il est temps de rassembler toutes ces pensées, toutes ces émotions
et de faire un dernier pas. Car la philosophie n'est pas seulement pour penser, elle est pour vivre. Comment allons-nous transporter ces vérités universelles dans notre vie quotidienne, dans notre petit monde? Comment allons-nous refléter la leçon de ces galaxies lointaines sur notre lundi matin, sur les embouteillages, sur notre relation avec nos proches? Car l'univers n'est pas là-bas, quelque part en haut. L'univers est ici, en nous et parmi nous. Et le moyen de transporter ces vérités universelles dans notre vie passe par la compréhension de ce cinquième et peut-être plus personnel contraste, l'équilibre entre fragilité et potentiel. Car Webb nous a montré que même les structures les plus fortes de l'univers sont nées des processus les plus chaotiques et les plus violents. Ces premières galaxies ne se sont pas formées dans un vide calme, mais dans des tempêtes sauvages de gaz et de radiation. Leur beauté vient de leur capacité à ordonner ce chaos. D'un côté, il y a la vérité de la fragilité de notre vie. À l'échelle cosmique, nous ne sommes rien. Un impact d'astéroïdes, une explosion de supernova, ou simplement le cycle naturel du Soleil peut effacer notre existence. Nous sommes biologiquement sensibles, émotionnellement ouverts aux blessures. Face à cette force géante, froide et indifférente de l'univers, nous sommes comme faits de verre. Nous pouvons nous briser à tout moment, disparaître à tout moment. Cette pensée fait sentir l'homme sans défense et impuissant, comme si nous étions seuls dans une petite barque au milieu de vagues géantes et que la tempête pouvait nous avaler à tout moment. Mais, de l'autre côté, il y a un potentiel immense caché dans cette fragilité, car l'univers crée ses structures les plus complexes et les plus belles dans les conditions les plus difficiles. Le carbone se forme dans les cris de mort des étoiles. Les planètes naissent des débris de collision. Et toi, malgré toutes les difficultés, tout le chaos et toutes les douleurs de ta vie, tu es toujours là. Ta fragilité est en fait une preuve de ta souplesse. Ces difficultés ne t'ont pas détruit. Elles t'ont façonné. Elles t'ont approfondi et elles ont fait de toi, toi. Tout comme ces galaxies précoces créent de l'ordre à partir du chaos. Toi aussi, tu crées du sens à partir du désordre de ta vie. Être fragile ne veut pas dire que tu es faible. Au contraire, cela signifie que tu as la capacité de grandir et de changer. Toi aussi, tu fais partie de ce processus universel. Ce désir de se dépasser en toi est un reflet du désir d'expansion de l'univers. Tes rêves sont aussi naturels que le scintillement des étoiles. Et tes peurs sont aussi réelles que la force d'attraction des trous noirs. Mais ton potentiel est aussi illimité que la lumière de ces galaxies. Accepte ta fragilité, mais ne sous-estime jamais ton potentiel, car l'univers construit ses plus grandes œuvres avec les matériaux les plus sensibles. Et tu es la plus précieuse de ces œuvres. Le sixième contraste se tient entre l'immuabilité du passé et l'incertitude du futur. Webb regarde le passé. Il y a 13 milliards d'années. Cette lumière est partie et ne peut plus être changée. Ces galaxies se sont formées. Ces étoiles ont brûlé. Le passé se tient là comme une statue figée. Nous ne pouvons que le regarder. Nous ne pouvons pas le toucher. Nous ne pouvons pas le changer. Cela crée parfois chez l'homme un sentiment d'impuissance. Nos erreurs, nos pertes, nos regrets, ils font tous partie de ce passé figé et nous n'avons aucune chance de revenir pour corriger. Mais, face à cette immuabilité se dresse l'incertitude immense, excitante et effrayante du futur. L'univers continue de s'étendre. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. À quoi ressemblera la fin de l'univers? Qui viendra après nous?
Et cette incertitude est en fait notre liberté même. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons façonner le futur. L'univers rapide et furieux que Webb nous a montré chuchote que le futur sera aussi plein de surprises. Ta vie est aussi comme ça. Ton passé, comme ces galaxies lointaines, n'est plus qu'un souvenir. Tu peux le regarder, tu peux en tirer des leçons, mais tu ne peux pas y vivre. Cependant, ton futur est un livre qui n'est pas encore écrit, et ce qui se passera dans ce livre dépend de tes décisions actuelles, de ton courage et de ton imagination. Le potentiel chaotique des premiers instants de l'univers est maintenant entre tes mains. Tu es l'architecte de ton propre futur. N'aie pas peur de cette incertitude, car cette page blanche est ta plus grande chance. Ce que tu y écriras, comment tu rempliras cette page, toi seul peux le déterminer. Tout comme l'univers crée des galaxies à partir de ses premiers nuages de gaz. Toi aussi tu peux créer ton propre futur à partir des matériaux de l'instant présent. Le 7e et dernier contraste est entre la froideur de la science et la chaleur de l'humanité. La science parle avec des données. Les nombres, les graphiques, les équations. Ils sont froids, sans émotion, objectifs. Les lois de l'univers ne s'intéressent pas à ce que nous ressentons. La gravité traite une pierre qui tombe et un homme qui tombe de la même manière. La thermodynamique ne voit pas de différence entre l'extinction d'une étoile et l'extinction d'une bougie. Cette froideur nous fait parfois ressentir l'univers comme une machine sans âme. Comme si nous étions des pièces insignifiantes écrasées entre ces roues géantes. Mais c'est exactement au milieu de cette froideur que brille la chaleur unique de l'humanité. Nous sommes ceux qui chargent ces données de sens. Nous sommes ceux qui s'excitent en regardant ces graphiques, qui sont fiers en résolvant ces équations, qui écrivent des poèmes en regardant ces étoiles. La science dit « comment ?» c'est. Mais c'est nous qui sentons « pourquoi ?» C'est beau. Nous sommes ceux qui réchauffent cet univers froid avec notre curiosité, notre art, notre amour et nos rêves. Toi aussi tu es la source de cette chaleur. Ton amour crée un lien plus fort que la gravité. Ton espoir crée une expansion plus grande que l'énergie noire. Ta compassion peut remplir même le vide le plus froid de l'univers. Nous sommes le côté qui ressent de l'univers. Nous sommes ceux qui soufflent une âme dans cette machine géante. La science nous raconte ce qu'est l'univers. Mais nous vivons ce que l'univers fait ressentir. Et ce sentiment est beaucoup plus réel que ces données froides. Car ce sentiment nous rend humains. Ce sentiment nous lie les uns aux autres. Et ce sentiment nous rappelle que dans cet univers géant et silencieux, nous sommes chez nous. Alors, après toutes ces découvertes, tous ces contrastes et toutes ces pensées, que ressens-tu en ce moment? Te sens-tu perdu, petit et insignifiant dans ce vide infini? Ou te vois-tu comme une partie de ce tout géant, comme un héros de cette histoire cosmique? Peut-être les deux à la fois. Peut-être que la bonne réponse se tient entre ces deux sentiments, dans cet équilibre fragile. Tu es à la fois petit et grand. Tu es à la fois éphémère et permanent. Tu es à la fois seul et connecté. Tu as à la fois peur et tu es curieux. Ces sentiments complexes sont l'état le plus pur d'être humain. Le télescope Webb nous a donné l'opportunité d'élargir non seulement les limites de l'univers, mais aussi les limites de notre monde intérieur. Il nous a montré que la peur et l'admiration, l'humilité et la fierté pouvaient être vécues en même temps. Ce sentiment de révérence que tu ressens en regardant ces galaxies lointaines est en fait un rappel de ton identité cosmique. Tu es cette entité rare qui regarde les étoiles et demande
D'où viens-je? Et la réponse, tu peux la trouver non seulement dans les télescopes, mais dans ton propre cœur. Désormais, nous savons que l'univers est un endroit beaucoup plus étrange, beaucoup plus rapide et beaucoup plus vivant que nous le pensions. Il n'est pas seulement constitué d'amas de matière morte. C'est un processus qui change, se transforme et se renouvelle constamment. Et nous ne sommes pas des spectateurs extérieurs de ce processus. Nous sommes les produits les plus intéressants, les plus complexes et les plus précieux de ce processus. Notre voyage a commencé avec ses premiers nuages de gaz, a continué dans les fourneaux des étoiles, et maintenant, il se poursuit sur cette petite planète bleue en tant que conscience essayant de comprendre l'univers. Le télescope James Webb n'est pas une fin de ce voyage. C'est juste un nouvel arrêt. Chaque nouvelle galaxie, chaque nouvelle étoile, chaque nouveau mystère qu'il nous montre nous dit en fait quelque chose de nouveau sur nous-mêmes. Il nous chuchote que nous pouvons dépasser nos limites, que nous ne devons pas avoir peur de l'inconnu et que les plus grandes découvertes sont cachées dans les obscurités les plus profondes. Et maintenant, alors que nous refermons doucement le couvercle du télescope et que nous revenons de cet espace profond vers notre propre monde, vers notre propre temps, nous n'apportons pas seulement des données scientifiques, mais une nouvelle perspective. Désormais, quand nous regardons le ciel, nous ne voyons pas seulement des points lumineux, nous ressentons l'histoire derrière ces points. L'information que cette lumière porte et le lien de ces mondes lointains avec nous. L'univers n'est plus un endroit étranger. Il est à notre maison, notre passé et notre futur. Ce voyage a commencé avec Webb, mais ne finira pas avec lui. Tant que l'humanité existera, tant que ce feu de curiosité brûlera en nous, nous continuerons toujours à regarder plus loin, plus profond et vers plus d'inconnus. Car nous sommes créés pour découvrir, et nous sommes ici pour comprendre. Et l'univers, cet rail, avec toute sa splendeur, tout son mystère et toute sa beauté, nous attend. La porte s'est entr'ouverte, la lumière s'est infiltrée, et l'histoire, en fait, ne fait que commencer. Webb nous a montré qu'il y avait un début beaucoup plus rapide que nous le pensions dans le passé de l'univers. Mais la plus grande limite de vitesse de l'univers n'est pas la formation des galaxies, c'est la lumière elle-même. Et si cette limite n'était qu'une illusion? Et s'il y avait un moyen de franchir ce mur cosmique en courbant l'espace-temps? Dans le prochain voyage, nous passons dans la zone interdite de la physique, au-delà de la vitesse de la lumière. Êtes-vous prêts